bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. La péri, je veux la péri, donnez-moi la péri. Bon, là c'est une femme qui a mal. La péridurale, c'est une technique couramment utilisée depuis les années 1940 pour soulager la douleur lors de l'accouchement. Elle consiste en l'injection d'un anesthésiant local dans l'espace péridural autour de la moelle épinière, bloquant temporairement la transmission de la perception douloureuse dans la partie inférieure du corps. L'usage de la péridurale concerne en 2021 en France 82,7% des accouchements voix basse. En fonction des médicaments utilisés et de leur dosage, l'anesthésie pourra être plus ou moins forte. Avoir recours à la péridurale ne signifie pas qu'on ne ressent plus rien, à la différence de l'anesthésie utilisée en cas de césarienne. Si on retrouve une certaine tendance à la volonté d'un retour à l'accouchement naturel ou physiologique, on s'aperçoit qu'en réalité ces accouchements restent minoritaires. C'est l'heure de la tétée. Donc aujourd'hui on est avec Juliette, médecin anesthésiste et maman de petits enfants trop mignons. Et on a plein de questions à lui poser sur la péridurale. Donc déjà, c'est quoi les avantages de la péridurale ? Alors les avantages de la péridurale, c'est comme vous l'avez dit dans l'introduction, de soulager les douleurs liées aux contractions, en précisant bien, parce que ça c'est quelque chose qui doit être compris une fois qu'on a la péridurale, que le but est de sentir la contraction, mais qu'elle ne soit pas douloureuse, parce que c'est important de sentir ces contractions pour accoucher et pour pouvoir pousser correctement. Le deuxième avantage de la péridurale, c'est justement si on doit partir en césarienne en urgence, on injecte un anesthésique dans le cathéter de péridurale. Donc le cathéter, c'est le petit tuyau qui reste dans le dos tout le long du travail, et ça permet donc d'endormir complètement le bas du corps pour la césarienne. Donc c'est une sécurité pour la patiente, c'est une sécurité également pour l'anesthésiste, puisque ça évite d'avoir recours par exemple à une anesthésie générale quand on a un tout petit peu de temps pour faire la césarienne en urgence. Et dans les avantages, c'est que maintenant ce sont des péridurales qui sont contrôlées par la patiente, c'est-à-dire que c'est la patiente qui a une petite télécommande. Il y a une dose soit qui est faite un fond continu assez faiblement dosé, soit une dose qui est faite toutes les heures, et à côté de ça, c'est la patiente qui gère elle-même sa douleur en fonction de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle veut ressentir, si elle veut qu'elle soit plus ou moins dosée en fait. Et maintenant qu'on a vu les avantages, est-ce que tu peux nous dire les inconvénients de la péridurale ? Alors les inconvénients de la péridurale, c'est que dans la plupart des maternités, une fois que la péridurale est en place, on ne peut plus déambuler. Il existe des péridurales déambulatoires, mais ça reste assez rare. Ça suppose aussi de rester, en fait ça entraîne la péridurale entraîne des petites chutes de tension. Donc au début de la pause de la péridurale, la tension est prise toutes les 5 minutes. Donc pendant au moins 1 heure, on demande aux patientes de rester parfaitement alitées. Il y a quelques effets indésirables de la péridurale, même s'ils sont rares, notamment le risque de brèche, c'est-à-dire qu'on vient mettre ce cathéter donc dans l'espace péridural qui a un tout petit espace, et il arrive parfois qu'on aille un tout petit peu trop loin, et dans ce cas-là, ça entraîne une brèche qui peut donner des maux de tête. C'est le syndrome post-PL. C'est ça, exactement. Donc nous, on appelle ça le syndrome post-brèche, et c'est des maux de tête qui sont très invalidants après l'accouchement. On a très mal à la tête quand on se met debout, ça empêche en fait de s'occuper de bébé. Donc si c'est le cas, en fait, il faut simplement en avertir les sages-femmes, les puéricultrices qui préviennent l'anesthésiste, et on met en place le traitement en fait qui est une deuxième péridurale pour venir colmater la brèche en gros. J'avais entendu boire de la caféine aussi.
Alors on met de la caféine en intraveineux direct, ça peut suffire si c'est une petite brèche on va dire, mais si c'est vraiment des grosses céphalées post-brèche, le seul traitement c'est le blood patch qui consiste à venir colmater la brèche en fait. D'accord, mais ça peut arriver aussi avec un petit temps de délai entre la ponction lombaire et la péridurale et le... Alors ça peut survenir, en général ça survient quand même dans les 24 heures post-accouchement et parfois il arrive même qu'on se rende compte en posant la péridurale qu'on a fait une brèche, et donc dans ce cas-là on prévient la patiente, on lui dit si vous avez des maux de tête surtout vous en parlez, on cache pas la brèche, c'est un aléa thérapeutique et c'est... Malheureusement, ça arrive, mais c'est pas grave. Ouais, c'est assez fréquent quand même. Moi, j'ai déjà 2 de mes copines qui ont eu des brèches. Alors, ça arrive souvent chez les patientes qui sont très minces. Ou alors chez les patientes qui bougent beaucoup pendant la pause de péridurale, on va dire. J'avais jamais entendu parler, moi. Et dans les inconvénients, parce que moi je voulais un accouchement physiologique à la base, et c'est vrai que j'avais lu que la péridurale, dès qu'on la pose, ça peut ralentir la progression de l'ouverture du col. En fait, ça, c'est à nuancer parce que y a des femmes qui sont extrêmement tendues tant qu'elles ont les contractions douloureuses et qui, du coup, en fait, ne relâchent pas du tout leur périnée. Et donc, en fait, quand on leur pose la péridurale, d'un seul coup, elles se détendent et finalement, le travail s'accélère. À côté de ça, chez des femmes qui gèrent plutôt bien leurs contractions, qui réussissent à prendre les positions un peu analgésiques, qui réussissent à déambuler, à marcher avec les contractions, ça peut freiner un peu le travail parce que le fait de marcher, d'être active, ça, en général, on dit que ça fait progresser le travail. Donc ça dépend des femmes en fait. Mais maintenant, en plus, avec les dosages utilisés, normalement, les péridurales sont plus très dosées comme avant, et ça a peu d'impact sur la durée du travail. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, la question de l'épisode, parce que là, on parle des inconvénients, on a lu beaucoup à une période que la péridurale pouvait, pas empêcher, mais limiter l'allaitement. Est-ce que c'est un frein, du coup, d'avoir recours en fait à l'injection de produits anesthésiants dans le processus physiologique derrière qui est l'allaitement ? Alors moi je ne pense pas, c'est de mon avis personnel et de mon expérience personnelle, je pense vraiment pas. Quand je dis expérience personnelle, c'est de ce que j'observe chez les femmes qui ont eu la péridurale, sachant que moi j'ai pas eu de péridurale, mais en fait aux doses utilisées, les doses qui arrivent finalement au bébé sont faibles, en tout cas c'est pas des doses toxiques, et il n'y a pas d'hypotonie chez le bébé qui naît après un travail sous péridurale. Parce que je sais qu'il y a certains articles qui disent que ça peut gêner à la prise du sein avec un bébé qui ouvre pas bien la bouche. Honnêtement, moi je ne l'ai pas beaucoup observé. Je sais qu'il y a des articles et des études qui montrent qu'en effet, la mise en place de l'allaitement est parfois impactée par la péridurale. Moi, je pense que c'est le lien de cause à effet du coup qui est à revoir, sachant qu'en général, les femmes qui veulent un accouchement physiologique sont ultra convaincues aussi par l'allaitement et en fait par tout ce qui est physiologie, naturelle entre guillemets, et que par contre, on va pas se cacher, la péridurale ça reste un processus médical, donc avec un accouchement médicalisé, et que peut-être que les femmes qui veulent d'emblée avoir recours à la péridurale, certaines d'entre elles sont moins convaincues par l'allaitement, et que c'est ce qui explique peut-être les chiffres. Mais je suis pas convaincue du lien de cause à effet. Enfin, même après une anesthésie générale, en fait, le bébé peut prendre le sein, donc franchement là, les doses qui arrivent au bébé avec les dosages actuels, normalement n'empêche pas l'allaitement et n'empêche pas le bébé de prendre le sein. Et en effet, on peut être complètement... moi, je suis en tout cas d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. Il y a aussi un truc tout simple qui sont les chiffres. Quand on met en parallèle plus de 80% de recours à la péridurale sur les accouchements, et aujourd'hui, on a des taux d'initiation de l'allaitement qui sont en France de 77%. Donc c'est l'initiation, c'est vraiment la mise en route de l'allaitement. C'est qu'a priori, la péridurale n'influe pas ou n'est pas la seule cause d'un échec de l'allaitement. On ne peut pas l'imputer dans le sens où si c'était le cas, on aurait moins de 20% d'allaitement puisqu'on n'aurait que les accouchements sans péridurale qui auraient des réussites d'allaitement. Donc ça, rien qu'en se fiant aux chiffres, on peut complètement
un peu nier cette... en tout cas, quand c'est annoncé comme une vérité que la péridurale empêche l'allaitement, bah non, c'est pas ça, sinon les chiffres diraient le contraire. Et après, encore une fois, comme l'a très bien dit Juliette, bah en fait, c'est multifactoriel et on peut pas imputer un échec de l'allaitement à une seule cause, sachant que le plus grand facteur pour réussir son allaitement, c'est l'information et l'accompagnement. Écoutez Bouboub. Si vous êtes là, c'est que vous nous écoutez. Mais... Puis après, il faut aussi voir... dans les avantages de la péridurale, c'est aussi que la maman peut se reposer en fait. La plupart du temps, on arrive, on pose la péridurale, je retourne les voir une demi-heure après, elles sont en train de dormir. Et le papa aussi du coup. Et le papa aussi. Et faut quand même se dire que quand on est épuisé et que bébé prend mal le sein et que on a moins de patience aussi. Enfin, moi, je pense que finalement, si on est plus reposé parce qu'on a eu un travail moins fatigant, au contraire, ça peut favoriser une bonne mise en route de l'allaitement. Complètement. Après, tu vas pas avoir un accouchement physiologique et ne pas être épuisé aussi, c'est vraiment au cas par cas. Oui, c'est possible. Mais oui, c'est vrai qu'on peut se reposer. Si ton travail il dure plus de 24 heures, à partir du moment de la péridurale, tu peux te poser. Exactement. Après, faut aussi se dire qu'il y a des indications médicales à la péridurale. Je pense que ça, c'est important de le dire parce qu'il y a des femmes qui veulent absolument un accouchement physiologique et puis à un moment, on va leur dire, là, en fait... il faut poser la péridurale, ça peut être de l'hypertension artérielle, la prééclampsie, les déclenchements sur grossesse pathologique. Il faut savoir également qu'un accouchement, un déclancement entraîne des contractions qui sont en général plus douloureuses et que en général, quand c'est une primipare qui a un déclenchement, on lui recommande le plus souvent d'avoir recours à la péridurale parce que elle risque de garder un très mauvais souvenir de son travail. Moi, j'ai eu de l'ocytocine de synthèse du coup à mon premier avant de partir en césarienne. Et en fait, la péri n'était plus dosée. J'ai eu une contraction entière de tout le corps au moment de l'ocytocine hyper dosée. Enfin, oui, j'en garde un pas très bon souvenir. Ça, c'est bien de le souligner aussi, c'est que en fait, le produit qu'on met dans la péridurale met à peu près 15 minutes pour être efficace. Donc il faut aussi anticiper un petit peu les contractions, c'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on redevient un peu inconfortable, en fait il faut appuyer parce que si justement on attend trop longtemps, il y a un moment où on a l'impression qu'il n'y a plus d'efficacité de la péridurale. Et souvent aussi, j'entends des patientes en consultation d'anesthésie qui viennent pour une deuxième grossesse et qui me disent j'ai eu la péridurale, mais ça n'a pas marché ou ça n'a pas marché. Ouais. Et c'est en fait quand on est soulagé par en général, on pose la péridurale quand on est dilaté à 2-3 cm. Quand la péridurale fonctionne jusqu'à ce qu'on soit à dilatation complète et que vraiment en fin de travail, en effet, il y a des territoires qui sont moins bien couverts par la péridurale, ou alors le bébé va se mettre dans une position et on va avoir une douleur dans le bas du dos qui vraiment va être très inconfortable. C'est pas parce que la péridurale ne marche pas, si elle est efficace pendant toute la durée du travail, elle a été efficace et après c'est normal d'avoir des douleurs quand on accouche, quand bébé sort entre guillemets. Et du coup, pour informer un petit peu, on voulait te demander comment ça se déroule la pose de la péridurale. Alors la pose de la péridurale, du coup, comme je disais, c'est en général, donc c'est pendant le premier stade du travail. Faut quand même que le travail soit un petit peu avancé, sauf en cas de déclenchement où il arrive qu'on pose la péridurale alors que la patiente n'a pas de contraction douloureuse. Sinon, en général, on attend qu'elle soit à 2-3 cm de dilatation. Et la patiente est assise au bord du lit avec les pieds posés sur un tabouret. Selon les anesthésistes et selon les maternités, le papa peut rester ou pas pendant la pause. Si on fait sortir le papa, faut pas mal le prendre, puisque moi ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises que le papa fasse un malaise vagal pendant la pause de péridurale parce que le papa lui voit les aiguilles, tout ça. Donc en fait plutôt grosse en plus. L'aiguille qui est plutôt longue. Ouais, elle fait 9 cm, mais il faut bien se dire qu'on n'enfonce pas 9 cm dans le dos de la patiente. C'est très important de le souligner. Donc c'est pour ça qu'on fait sortir le papa, c'est plus pour ne pas avoir à gérer un papa qui se sent pas bien, en plus de la patiente qui est assise au bord de la table avec la pose de péridurale. Oui, surtout qu'on lui demande d'être détendue. Exactement.
Et donc on demande la position, c'est primordial, ça fait plus de 80% du travail, je pense, de la pose de la péridurale, à savoir qu'il faut ne pas bouger, ça c'est important. Essayer de ne pas sursauter, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, on essaye vraiment de se détendre le maximum, on relâche bien les épaules, et c'est pas inutile de s'entraîner à prendre la position, à savoir de faire ce qu'on appelle un beau dos rond. Moi je dis souvent d'essayer de s'enrouler autour de bébé, et en fait c'est faut avoir la position de l'ado avachi qui a les épaules qui tombent et le bas du dos en arrière, en gros. En général, il y a la sage-femme qui se met en avant et qui vous fait un gros câlin, qui vous aide à prendre la position. On commence par faire une petite anesthésie locale, et en général, c'est le moment le plus désagréable parce que ça entraîne comme une petite pression et de la chaleur dans le dos. Et ensuite, on pose le cathéter de péridurale. Si la position est parfaite, ça peut aller assez vite. Ensuite, on fait des petites doses tests pour être sûr d'être au bon endroit, de pas injecter au mauvais endroit, et on fait rallonger la patiente. Ce qui reste dans le dos, c'est simplement donc le petit cathéter, hein, c'est un tout petit tuyau. Moi, je dis souvent que ça ressemble à un petit spaghetti pour donner une image. Et vous pouvez vous allonger dessus. Il y a aucun risque à s'allonger parce qu'il y a des patientes qui osent plus. On peut l'arracher, se faire mal. On le fixe bien. On a des systèmes spécialisés pour les fixer, pour pas que ça bouge, et on remet des pansements dans le dos, et ensuite comme je disais, on monitore la tension pendant 1 heure. Donc là, il faut être strictement allongé sur le dos aussi, pour éviter que la péridurale soit latéralisée d'un côté, de l'autre. Au début, on demande d'être bien allongé, et après on laisse un tout petit peu plus de liberté, mais à part si c'est un protocole de service avec justement ces péridurales déambulatoires, donc qui permettent de marcher, on est alité une fois que la péridurale est posée. Et même sur les péridurales déambulatoires, le périmètre de marche, c'est limité à la chambre, et c'est accompagné toujours accompagné. Il faut une bonne compréhension de la patiente, et du coparent aussi, de l'accompagnant. C'est ça, exactement. Et il y a un monitorage qui reste en permanence du bébé, donc c'est des systèmes de Wi-Fi, je crois, qui reportent le travail sur les écrans des sages-femmes. Et je sais que par exemple à Necker, c'est possible qu'entre 10h et 17h, c'est pas possible la nuit. Enfin, ça reste encore. Il y a des conditions hyper strictes, mais exactement. C'est vrai que ça pourrait être bien parce qu'on sait que le travail s'améliore avec le mouvement, en fait. Ouais. Après, en vrai, on a aussi vite fait le tour de la chambre. De la chambre. Oui, mais tu peux faire du ballon. On peut faire du ballon, ouais. Non, mais c'est... Moi, je suis convaincue, mais voilà, j'en ai pas. Après, je pense que c'est aussi c'est une question de budget aussi, en fait, parce que c'est du matériel qui coûte cher. Parce que aussi, il faut quand même du personnel dédié. Une maman qui... c'est malheureusement, ça c'est un plus vaste sujet, mais c'est le problème de l'hôpital public actuellement. Et, mais même des cliniques, parce qu'il n'y en a pas non plus en clinique. Non, il y en a. Alors, je pense vraiment que dans les cliniques, c'est des questions de budget, mais après, c'est comme quand on appelle l'anesthésiste pour venir poser la péridurale. Faut savoir que ça reste un acte quand même de confort en général, et que si l'anesthésiste est occupé sur une urgence, sur un bloc, il peut pas venir tout de suite, et c'est pas parce qu'il a pas envie de venir poser la péridurale. Oui, où on entend l'anesthésiste est là, c'est maintenant ou jamais qu'il faut mettre la péri. Ça, il y a des mamans qui nous le disent aussi. En fait, il y a une explication derrière. Voilà, c'est... En général, on n'est pas en train de boire le café comme le raconte la légende. Ah bon? Toutes les autres spécialités médicales, accessoirement. Est-ce que tu peux nous parler des alternatives à la péridurale? Alors, il y a des alternatives médicales. La principale alternative, c'est ce qu'on appelle la PCA Ultiva. En fait, c'est en quelque sorte une pompe à morphine. C'est un dérivé de la morphine, mais qui a une durée de vie, on va dire, beaucoup plus courte, et qui du coup a moins d'effet sur le bébé, puisqu'elle s'élimine assez vite. Et donc normalement, au moment de la naissance, le bébé a éliminé en grande partie le produit. Ça n'empêche que ça implique quand même que le pédiatre soit au courant, et quand il y a un accouchement, on y a recours en fait quand il y a des contre-indications médicales à la péridurale, parce qu'il en existe. C'est des troubles de coagulation, une infection
infection généralisée ou plus, ça à mettre en balance, mais ou une infection locale au niveau du site de ponction, là on mettra pas la péridurale puisque le risque c'est d'entraîner une méningite, et du matériel par exemple dans le rachis lombaire où là on peut pas accéder à l'espace péridurale. Et les tatouages à ce niveau-là? Ouais, j'allais poser la question. Et les tatouages, il faut qu'on ponctionne, c'est une très bonne question Cassandre. Il faut piquer en dehors de la zone du tatouage. Le risque serait, c'est pas un risque de précaution. Voilà, c'est un principe de précaution puisque le risque serait d'envoyer des pigments dans l'espace péridural. Donc on pique en dehors du tatouage. Donc faut pas avoir des tatouages trop étendus dans le bas du dos, ou sinon ce qu'on peut proposer si c'est le cas, c'est de faire une petite incision au niveau du tatouage. Dans ce cas-là, on est obligé de prévenir la patiente et d'avoir son accord pour ça abîme le tatouage. Ouais, ça abîme. Ouais. Bon, on fait un tout petit truc mais après ça reste relativement rare. Quand même, il y a plein de mandats qui ont on arrive à faire au-dessus, en dessous, on essaye de se débrouiller quoi. Mais bon voilà, si t'as un petit tribal, un petit dauphin dans ton dos, ça va. Et moi on m'a déjà parlé de gaz hilarant, ça se fait ça? Ça se fait, honnêtement c'est pas très efficace. Ça avait l'air rigolo. Toi t'en as eu aussi. Ouais, si tu rigoles bien, c'est bien. Ouais, mais en vrai, quand le travail finalement, en fait faut vraiment se le dire, la péridurale c'est la technique médicale la plus efficace sur le travail, sur les douleurs de contraction. C'est entre 90-95% d'efficacité. Après, l'alternative, c'est l'accouchement physiologique. Mais s'il y a vraiment une chose sur laquelle personnellement je suis convaincue, c'est que si on veut absolument un accouchement physiologique, faut se préparer. Faut être convaincu, faut être convaincu du projet à 100%, parce que toutes les patientes qui me disent je sais pas trop si je veux la péridurale, je veux aller le plus loin possible et puis je verrai. Finalement, elles ont recours à la péridurale et attention, c'est pas un échec d'avoir recours à la péridurale, mais voilà, de toute façon en France c'est très inscrit dans les mœurs, c'est plus de 80% d'accouchements sous péridurale, contre les Pays-Bas par exemple c'est 15-20% d'accouchements sous péridurale. Donc c'est pas un échec d'y avoir recours, c'est un moyen comme un autre finalement de passer un accouchement agréable. Et voilà, pour moi faut être convaincu de son projet si on veut absolument un accouchement physiologique. Faut lire des livres, il y en a plein qui sont super. Il y a des BD, c'est Lucie Gomez, je crois, Hypnonaissance. Moi je me souviens que j'ai faire de la douleur aussi quand on accouche, il est bien. Ouais, je connais pas tous les livres. T'as fait de l'auto-hypnose toi du coup pour tes accouchements? Moi j'ai fait en fait moi j'étais contre-indiquée à la péridurale, le comble de l'anesthésiste. Donc j'ai eu un déclenchement, j'ai eu 12 heures de déclenchement sans péridurale. Donc je m'étais vraiment super bien, moi j'avais pas le choix, donc je m'étais préparée comme à la guerre. J'avais un winner flow, c'est le petit sifflet, et moi franchement c'est ce qui m'a le plus aidé. Je calais mon souffle sur les contractions et ça m'a aidé à passer les 12 heures. Et puis finalement, c'était un échec de déclenchement qui s'est fini en césarienne. Donc voilà, mais je l'ai pas mal vécu. Mais je pense qu'il faut vraiment se préparer et que si on fait pas une bonne préparation à l'accouchement physiologique, apprendre les positions antalgiques, il y a des sages-femmes qui font ça à merveille et il faut vraiment le faire. Oui, c'est comme tout, se préparer à l'allaitement aussi, c'est important. Exactement. Ce que je trouve dommage, c'est un peu plus général sur l'accouchement que sur la péridurale, c'est que, moi j'écoute beaucoup de podcasts, votre podcast, Bliss, tout ça, et souvent j'entends des femmes qui disent oui, ils ont pas respecté mon projet, et qui vivent finalement un peu leur accouchement comme un traumatisme, qu'ils subissent plus qu'ils le subissent, et en fait faut se dire que les médecins n'ont aucun intérêt. Moi, j'ai certains collègues qui franchement, s'ils pouvaient se passer de poser des péridurales la nuit à 3h du matin, très clairement, c'est pas pour vous imposer. C'est si vraiment on insiste sur la péridurale. En général, c'est la sage-femme qui va vous dire: là, madame, il faut mettre la péridurale. C'est aussi parce qu'elle voit que la patiente est épuisée et puis qu'en fait, elle est même plus lucide, donc elle aura pas la force de pousser correctement et que finalement, ça risque de se terminer en extraction instrumentale ou voilà.
on essaye au maximum de respecter le projet de naissance et faut bien se dire qu'un accouchement ça se passe jamais finalement comme prévu parce que avoir recours à la péridurale, avoir recours à la césarienne, c'est pas un échec, faut se dire que nous on pense juste au bien du bébé et à la santé de la maman en fait. Pareil pour les épidios et les forceps, on fait jamais ça par plaisir, non, clairement. Et d'ailleurs, je sais que certaines ont peur de la péridurale parce que en disant que ça augmente le risque d'extraction instrumentale. C'est vrai qu'une péridurale qui est trop dosée, en fait, on sent plus rien. On peut pousser n'importe comment et avoir des déchirures complètes. C'est pour ça que le but, c'est vraiment une fois de plus de sentir les contractions, mais qu'elles soient pas douloureuses. Et de se préparer aussi. Et d'apprendre à pousser. Ça, c'est à voir avec les sages-femmes en bossant la respiration et la sensation qu'on doit avoir quand on pousse en fait. Voilà. Et est-ce que là où tu exerces, donc c'est l'hôpital du coin, est-ce que tu vois beaucoup d'accouchements physiologiques ? Du coup, toi, tu les vois pas. Alors, moi, je les vois pas beaucoup. Moi, je les vois quand on m'appelle. Il y en a quelques-uns. C'est important de bien choisir sa maternité quand on veut accoucher, de façon physiologique, parce qu'il y a des selles nature, donc dans toutes les maternités, dans la plupart des maternités, il y a des selles nature qui sont plus ou moins bien équipées. Et il y a des selles nature, franchement, qui sont géniales, avec des lianes, des bains, des ballons, des lirons là pour exactement, ton mec pour faire un shoot d'ocytocine. Non, il y a des selles nature qui sont mieux que d'autres. Je suis passée dans plusieurs maternités donc dans les niveaux 3. Il y a des maternités de niveau 3 qui ont des super selles nature, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus médicalisées. Il faut savoir que le niveau 3, du coup, c'est les maternités où on va quand, en général, il y a des soucis, entre guillemets. Et voilà, je pense que c'est important. Après, il n'y a pas beaucoup d'accouchements physiologiques. Faut pas oublier que c'est que 20% des accouchements. Et encore, dans ces 20% d'accouchements, c'est pas toujours un choix. C'est parfois un travail qui va trop vite. Parce que ça, c'est aussi important à prendre en compte. C'est que si on veut aller le plus loin possible et mettre la péridurale à la fin, en fait, si on nous dit je suis dilatée à 9 et puis que la sage-femme dit ça avance, nous on va pas vous poser la péridurale. Après, en fin de travail, juste pour la dernière poussée, on peut pas mettre. Alors il existe les rachis de fin de travail, donc c'est en gros c'est juste une injection dans le bas du dos d'un mélange d'anesthésique et de morphinique. Par exemple, moi je suis contre l'arrachis de fin de travail. Personnellement, je la fais pas parce que si ça part en césarienne derrière, on sait plus trop quoi injecter et on a plus de chances, selon moi, attention, c'est ça pour le coup, ça n'engage que mon avis personnel, finalement de faire une anesthésie générale. Après c'est parce que l'endroit où j'ai fait ma maternité, l'anesthésiste m'avait vraiment convaincue et c'est vrai que après un partage d'expérience, j'ai un ou deux collègues qui m'ont dit j'ai pensé à toi, j'ai fait ma rachis de fin de travail et j'ai été embêtée parce qu'on est parti en césarienne derrière. Donc moi personnellement je la fais pas. Mais et après encore une fois, c'est normal aussi d'avoir mal quand on accouche et moi ma sage-femme pour ma première préparation à l'accouchement me disait une chose qui est très vraie, c'est on est faite pour accoucher, donc en fait faut garder confiance en soi en fait. Ça se finit quand même très bien dans la majorité des cas quoi. Moi j'ai eu la chance d'avoir 2 péris hyper bien posés à 2 endroits différents parce que j'ai pas accouché au même endroit et pour le coup j'ai senti les poussées, j'ai senti le passage, alors sachant que j'accouchais de bébés en siège et pour le coup sans épidio, sans rien, mais alors du coup la chance d'avoir des bébés en siège c'est que du coup vous mesurez le bassin avant pour savoir si ça passe, donc je savais que ça passait large et voilà, et pour le coup très bonne expérience de péridurale, de fait en fait que j'ai senti mon accouchement, j'ai pu pousser, ça m'a pas fatiguée et en effet tu sens le bébé passer mais c'est normal quand même. La première fois ça fait un peu bizarre. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Non, heureusement. Non, puis c'est très vite oublié. Une fois qu'on l'a en peau à peau, on oublie tout.
Et donc du coup, on parle beaucoup de péridurale et de césarienne, et c'est pour mettre ça en fait en parallèle avec l'accouchement physiologique qu'on retrouve en fait beaucoup vanté ces dernières années sur les réseaux sociaux. Cassandre, est-ce que toi qui avais un projet d'accouchement physiologique, est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est un accouchement physiologique ? Oui, alors déjà, moi je précise que je voulais faire ça, c'était vraiment pour sentir le plus possible les sensations de la naissance de mon bébé. J'étais pas influencée par qui que ce soit, etc. Mais j'avais quand même l'éventualité que tout ne puisse pas se passer comme prévu. Et donc l'accouchement physiologique, ça désigne un accouchement par voie basse forcément, avec le moins d'intervention médicale possible. C'est-à-dire pas de médicaments pour aider au déclenchement, pas de péridurale. On en retrouve beaucoup la promotion donc du coup dans les milieux pro-allaitement. Mais nous, comme toujours, on pondère nos propos. L'allaitement étant la manière la plus physiologique prévue par la nature de nourrir un bébé, l'accouchement physiologique peut alors être présenté comme la meilleure manière d'accoucher pour respecter ce qui est prévu par la nature pour votre bébé. Mais en fait, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas obligé d'adhérer à tout ce package de accouchement physiologique, donc allaitement maternel, et donc si je veux allaiter, je dois obligatoirement accoucher de manière physiologique. Non. Et d'ailleurs, on n'a parfois pas le choix en fait. Le plus important dans un accouchement étant la survie de la mère et de l'enfant, c'est ce que Juliette nous a précisé. Donc vouloir accoucher physiologiquement, c'est un projet légitime et louable, mais il n'y a cependant pas de meilleure manière d'accoucher. L'idéal étant de se préparer avec le coparent et les soignants à tous les cas de figure possibles. Mais vraiment, il faut être préparé à toutes les éventualités pour mieux vivre le jour J et pas subir l'accouchement dont on n'a pas désiré. Et parce que, spoiler alerte, il est très rare que tout se passe comme prévu. Alors sur cette question, sur est-ce que le mode d'accouchement influe sur la réussite de la mise en route de l'allaitement, Juliette en a un peu parlé, il y a des études quand même, alors on a un peu cherché, et ce qu'on arrive à trouver à ce sujet, c'est qu'au final, il est très difficile de se prononcer. On l'a dit, c'est multifactoriel, donc c'est difficile en fait d'établir un lien de cause à effet entre utilisation de médicaments pendant l'accouchement ou médicalisation de l'accouchement et succès de la mise en route de l'allaitement. Il y a quelques publications en fait à ce sujet, mais les auteurs eux-mêmes disent qu'il y a dedans des gros problèmes de méthodologie, qu'il y a des biais et il y a des facteurs de confusion. C'est un peu ce qu'on vient de dire en fait finalement. Tout ça, en fait, c'est multifactoriel. Les biais, c'est ce dont Juliette a parlé. C'est en effet quand on est dans un projet d'accouchement physiologique, du coup, potentiellement très convaincu par la physiologie, la nature et l'allaitement, du coup, il y a une meilleure préparation, il y a peut-être une motivation, alors que quand on est dans un mood, moi je veux la péridurale et puis l'allaitement, on verra si ça marche ou pas. Alors des fois ça marche, mais en effet, avec ce côté, c'est pas grave si ça marche pas, on peut parler du fait que ça marche pas, c'est pas un échec du coup, mais ça ne rentre pas dans les chiffres de réussite de l'allaitement. Donc ça, c'est les biais dont on a parlé. Les résultats des études qu'on a pu voir sont à la fois hétérogènes et controversés. Les liens entre usage de la péridurale et allaitement maternel sont complexes, on l'a dit. L'hypothèse qu'on peut émettre, c'est qu'en effet, quand on utilise des antidouleurs, ça peut interférer dans la production d'ocytocine, mais à contrario, et comme l'a dit Juliette, le fait d'être relaxé, ça peut aussi interférer dans la production d'ocytocine, ou dans ce cas-là, du coup, le travail va mieux se passer, et derrière, on va être plus reposé pour lancer en fait la lactation avec son bébé. Après, en fait, ce qui est souvent dit, c'est que le fait d'injecter des antidouleurs pourrait compromettre les comportements naturels du nouveau-né à la naissance. Il faut savoir qu'un bébé à la naissance, si on n'intervient pas, on le pose sur la maman en peau à peau, on en a parlé, il a tout un processus naturel physiologique où il va venir de lui-même au sein. Et on se dit, oui, mais si on a injecté des antidouleurs à la mère pendant l'accouchement, est-ce que finalement, il n'y a pas ce risque que le bébé il soit du coup moins tonique, plus amorphe, donc il va être perturbé dans ce processus? Eh bien, ça, on ne peut pas se prononcer dessus. Par contre, Juliette en a parlé. Finalement, il y a une faible dose d'antidouleur qui passe au bébé et on peut considérer qu'une fois le bébé sorti, finalement, les effets sont estompés. Et tout simplement, pour conclure, on va répéter ce qu'on a déjà dit. Le meilleur moyen de réussir une mise en route d'un allaitement, c'est de s'informer, c'est de savoir comment ça marche. Donc potentiellement, si vous êtes là, vous êtes sur la bonne voie, et d'être accompagné, que ce soit par votre coparent, votre famille, les soignants qui vous entourent. Donc très important de bien choisir sa maternité, on en reparlera dans un autre épisode, et d'informer son entourage et vraiment d'être soutenu, c'est le plus important pour une mère allaitante. Et ça, peu importe si vous avez envie de recourir à la péridurale ou pas. C'était l'heure de la tétée.
N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.